Bienvenue dans cette deuxième partie de notre échange avec le colonel Monsieur Kuitché Roger. Donc, je rappelle encore, le colonel Kuitché Roger a fait une très longue carrière dans le domaine militaire et aujourd'hui, il applique totalement aux entreprises. Donc, il accompagne les entreprises et les organisations et les administrations, en fait. Hein. Donc, très, très important. Donc, aujourd'hui, on a un entretien vraiment bon enfant, tranquillement. On est à la maison, en famille, avec le docteur, avec le colonel Kuitché. Donc, tout à l'heure, le colonel Kuitché nous parlait un petit peu de certains éléments appliqués à l'entreprise. Là, on va passer un petit peu dans le concret, en fait. C'était de savoir, justement, colonel Kuitché, quelles sont les situations éventuelles en entreprise pour lesquelles on peut appliquer Sun Tzu? Parce que, comme on l'a vu, c'est que les gens peuvent comprendre Sun Tzu, comprendre ses stratégies, mais ne savent pas comment l'appliquer réellement. Je prends le cas, par exemple, je prends un exemple. Hein. Aujourd'hui, on a des grands groupes, des supermarchés, des centres commerciaux qui s'installent. C'est bien, c'est une bonne chose. Mais à côté d'eux, on a ces petits commerçants qui doivent résister. Il faut qu'ils vivent aussi, il faut qu'ils puissent nourrir leur famille, en fait. Ces petits commerçants, quelle stratégie ils pourraient peut-être appliquer pour se dire, bah, il faut qu'on puisse résister. Voilà. Quelle stratégie un petit peut appliquer devant une mastodonte qui apparaît comme ça devant lui, en fait. Bon, si Sun Tzu est mon maître en pensée dans ce domaine-là, c'est simplement parce que Sun Tzu a une image très frappante de l'armée. L'armée, c'est une qui ruisselle, qui s'insinue entre les cailloux, les pierres, contourne, s'arrête là où il faut, fait une pause et submerge au dernier moment pour détruire son ennemi. Tout à fait. Ça veut dire qu'avec Sun Tzu, il faut beaucoup de flexibilité, beaucoup d'adaptabilité et surtout éviter à chaque fois d'entrer dans un plan stratégique préconçu. Tout à fait. Il faut être à chaque fois entraîné. Et c'est là le premier article. Tout à fait. Quand les circonstances le permettent, il faut savoir modifier ses plans. Tout à fait. Nous sommes en plein Covid, par exemple. Je prends le cas simple d'un restaurant. Il y avait tous ces clients qui venaient manger sur place, ils n'avaient jamais pensé au plat à emporter. Tout à fait. Du coup, avec le Covid et les mesures d'évitement, de distanciation et autres, ces clients ne viennent plus. Et ils pensent qu'il faut pouvoir les servir à la maison, au bureau. Pour le chef d'entreprise qui est futé, ce qu'il fait dans l'entreprise, c'est qu'il fait une étude de marché, une étude de faisabilité de cette nouvelle approche. Il fait ses calculs de voix. Voilà, il silence. Mais Sun Tzu, il aurait appliqué une démarche stratégique plus profonde. Très bien. Qui permettrait de booster la rentabilité. Parce qu'il s'agit là, comme Sun Tzu le dit, de modifier ses plans pour éviter dans un plan stratégique préconçu. Oui. Il y a des manières de le faire. Parce que quand c'est préconçu, on peut être bloqué Quand c'est préconçu, c'est un peu comme le livre de Procuste. Je vais faire cette édition. Dans la mythologie grecque, Procuste, c'est un dieu qui se trouvait à un carrefour. Quand vous arrivez au carrefour, et il avait un lit. Quand vous arrivez au carrefour, si vous êtes court, il vous étire de manière à ce que vous entrez dans le lit. Si vous êtes grand, il vous découpe de manière à ce que vous entrez dans votre lit. Donc, il ne faut pas appliquer le lit de Procuste. Il faut être le plus ouvert possible à toutes les flexibilités. Mais être ouvert à toutes les flexibilités, ça veut dire que sur le plan militaire, il y a des actes élémentaires, il y a des actes réflexes, il y a des études sur le plan militaire à faire qui peuvent être appliquées à l'entreprise. Aujourd'hui, tout le monde utilise force, faiblesse, opportunité, menace. Ce qu'on appelle en anglais le SWOT. Mais si je prends, et c'est à partir de SWOT, le FM comprend certaines décisions. Mais sur le plan militaire, j'ai plus que ça. Tout à fait. Je peux citer quoi? La balance des potentiels. Par exemple, c'est la balance des potentiels. Sur le plan militaire que je peux appliquer dans une entreprise. Tout à fait. La comparaison des modes d'action. Tout à fait. Pardon, qui est appliqué permet de voir les choses autrement. Mais là, il faut être flexible et
honnête envers soi-même. Honnête envers soi-même parce que vous ne pouvez pas vous dire que vous lancez dans un marché quand vous avez une surface financière de X millions, alors qu'en réalité, ce n'est pas cela. Et que vous espérez l'avoir en cours de trajet. C'est la même chose quand vous lancez une guerre, quand vous commencez une opération. Toutes ces études que vous menez là vous permettent de savoir à la fin si vous menez l'opération sur la terre, sur la mer ou dans l'air. Parce que vous étudiez toutes ces possibilités. Tout à fait. Rien. Toutes les menaces, vous appliquez tout ça avant de vous lancer dans une opération. Mais maintenant, sur le plan de l'entreprise, nous pensons humblement que ces petits réflexes militaires modulés, un savant dosage et appliqués dans l'entreprise permettent de modifier ses plans, de relancer son entreprise dans une nouvelle voie, parce que chaque crise est toujours une opportunité. C'est toujours une opportunité de le faire. Les petits commerçants, ils doivent survivre. Tout à fait. Ils doivent survivre. Ils ont besoin, par exemple, de se regrouper en fédération, les vendeurs de cigarettes. Ils doivent se regrouper, ils doivent se syndiquer. Exactement. Ils doivent se syndiquer. Ça, c'est une manière d'être flexible, comme on a dit. Voilà, ils doivent se syndiquer. C'est illusoire pour eux de penser qu'en évoluant seuls, ils vont s'en sortir. Ça, c'est clair. Combien de personnes vendent la friperie, ils ne se connaissent Tout même à pas. fait. Combien de personnes vendent les fruits en gros en détail, ils ne se Tout à connaissent fait. même pas. Ils doivent donc se réunir, se syndiquer pour pouvoir maintenant avoir un axe de réflexion. Il y a tellement d'événements. Quelqu'un qui passe à Bafan, on lui dit qu'il n'y a pas de riz, par exemple, depuis une semaine à Bafan. Oui. Il court dans la ville la plus proche, à Douala ou à Bafoussam. Il s'en va chercher du riz. Et il se rend compte qu'avant qu'il n'arrive, le riz a déjà envahi le marché. Tout à fait. Le simple réflexe, le cycle du renseignement. Le cycle du renseignement. Tout à fait. Regardez la bataille de Waterloo, qui a permis à la famille Rothschild de multiplier sa fortune par 20 en une nuit, grâce au cycle de renseignement. Cherchez à savoir qu'est-ce que l'autre fait, d'où est-ce qu'il prend ses produits, quels sont ses avantages, comment ça se passe avec lui. Le renseignement, vous ne pouvez pas aller en guerre sans avoir fait le renseignement sur l'ennemi. En entreprise, c'est ce qu'on appelle la veille. La veille stratégique. Tout à fait. La veille stratégique. Donc, très peu de nos entreprises sont même conscientes qu'elles sont en guerre économique avec leurs concurrents. Tout à fait. Tout à fait. Mais il peut bien se rencontrer, prendre un verre, discuter de ce qu'il faut faire, ainsi de suite, comment tu te... Mais là, de manière honnête, il y a une guerre ouverte entre les deux. Et chacun doit pouvoir fourbir ses armes. Parce qu'il s'agit de périr ou vivre. Oui, voilà. Tout à fait. Tout à fait. Donc ça c'est très clair. On a pris l'exemple du cas des petits vendeurs qui font face aux grands supermarchés. Et c'est vrai qu'une chose, c'est déjà de se mettre en corporation, hein, de se mettre en corporation pour avoir un objectif commun. Ça, c'est une chose. De deux, on voit qu'il faut faire de la veille aussi. C'est des choses qui doivent rentrer dans les habitudes, faire la veille, savoir les différents concurrents qu'on a autour de soi, peut-être pour proposer des services, des produits peut-être un peu différents de ce que font justement peut-être les concurrents. Il y a aussi une chose que Sun Tzu dit souvent, je ne sais pas si je dis vraiment, c'est que, enfin, je vais le dire, je pense que c'est avant de commencer une guerre, enfin, on ne commence une guerre que lorsqu'on est sûr de la gagner. Voilà, il y a un peu ce truc-là où Sun Tzu. Et je me suis toujours dit, c'est un peu difficile de l'appliquer parce souvent on ne connaît pas forcément ses forces. Souvent on ne connaît pas les forces de l'adversaire. Comment est-ce qu'en entreprise, très rapidement, on va savoir si on fait une guerre ou pas en fait? C'est ça le truc. Oui, tout ça, ça entre dans la flexibilité, l'adaptabilité de Sun Tzu. Ça veut dire que, initio, avant de lancer votre opération, vous avez pris des mesures pour mettre le maximum de chances de votre côté. Sinon, ça ne vaut pas la peine de commencer la guerre. Mais maintenant, il faut aussi savoir que sur le plan militaire, un plan d'opération ne tient que jusqu'au premier coup de feu. Après le premier coup de feu, tout ce que vous avez prévu ne tient plus. Ne tient plus. Donc là, il faut faire Il faut absolument s'adapter, être flexible, mais en restant sur le grand cap qu'on s'est fixé. Tout à fait. Comment est-ce qu'on prépare une opération? On se dit, bon, on va arriver à 15 h,
on va attaquer à tel endroit, et puis on va faire telle chose. Mais dès que vous donnez le premier coup de feu pour attaquer à 15 h, vous vous rendez compte que l'ennemi a pris d'autres dispositions qui vous dégoûtent. Qu'est-ce qu'il faut? Vous ne pouvez pas abandoner la bataille. Il faut donc le maximum de flexibilité, fixer son cap et rester là-dessus. C'est valable dans les forces de défense, c'est valable en entreprise. Vous irez toujours sur le marché, trouver un aléa que vous n'avez pas prévu. Tout à fait. Les hommes d'affaires aujourd'hui sont très futés. Excusez-moi, je ne veux pas dire que c'est moi qui viendrai révolutionner ce qu'ils font depuis des années. Mais je dis simplement qu'il y a une autre approche qui peut améliorer leurs attitudes qu'ils appliquent depuis pour faire des gains. Et c'est cette approche militaire que je leur propose. Chacun cherche à s'adapter. Mais s'adapter dans le sens de Sun Tzu, c'est un exercice stratégique qui demande un certain nombre de préalables qu'à chaque fois on doit préparer tous les jours pour se dire on se prépare à ça. On saura à ne pas être... Ceci est valable pour les individus, c'est valable pour les grands groupes, c'est valable pour les États. Tout à fait. Les États qui ont des plans quinquennaux, les fonctionnaires qui nous disent on a l'habitude de faire ça, on fait ça depuis des années. C'est cette explication que Sun Tzu ne veut pas. Exactement. Il faut pouvoir sortir de là. Tout à fait. Et c'est pour ça que les pays qui s'en sortent pas mal, c'est des pays qui, devant la crise, prennent du recul pour éviter le lit de Procuste. Exactement. Prennent du recul pour poser les questions stratégiques. Prennent du recul pour think of the unthinkable. Penser à l'impensable. Sortir de la zone de confort. Sortir de la zone de confort. Tout à fait. Sortir des sentiments. Look at the big picture, comme on le dit. Nous ne pouvons pas, dans une situation de Covid-19, continuer à nous comporter sur le plan économique, sur le plan environnemental, en appliquant les schémas d'hier. Et le plus difficile, c'est que ceux qui ont pensé les schémas d'hier, qui nous ont aidés, tant qu'ils ne prennent pas du recul pour voir les choses autrement, ce qui est difficile, et c'est pour ça donc que, à l'occasion de certaines crises, on crée toujours un think tank. Tout à fait. Qui est différent de ceux qui sont dans l'action de tous les jours. C'est ceux-là qui vont faire des propositions osées, audacieuses. Parce que ceux qui sont là avant vont dire, nous avons proposé ça depuis 5 ans, ça n'a pas marché. Tout à fait. Ça n'a pas marché. Il faut laisser des personnes neuves dans le cas de crise penser, proposer des solutions audacieuses. Et ce n'est que par là qu'on peut avoir de véritables adaptations pour sortir des sentiers battus. Si vous me demandez de rédiger un rapport que j'ai rédigé sur un fait que j'ai rédigé depuis 10 ans, il y a de fortes chances qu'il y ait du copier-coller là-dedans. Bien sûr. Par contre, si vous prenez quelqu'un qui est nouveau dans le domaine, mais qui a un background lui permettant d'affronter ce sujet, vous avez de fortes chances qu'il perçoive un certain nombre de choses que je ne pouvais pas percevoir. C'est ça la nécessité donc d'appliquer Sun Tzu dans l'adaptabilité, la flexibilité, éviter d'être sclérosé dans la pensée et voir les choses autrement. Ça signifie même justement que lorsque des fois on a un problème à résoudre, souvent c'est peut-être nécessaire, c'est souvent même conseillé d'avoir des personnes qui ont des compétences très différentes les unes des autres pour qu'il y ait une complémentarité. Parce que tu le disais, c'est que là, lorsqu'on est en situation de crise, il faut former une équipe, un think tank de personnes qui sont même un peu extérieures à l'entreprise, qui n'ont pas déjà eu à être moulées dans l'entreprise en fait, et qui vont proposer des choses totalement différentes, totalement osées, que on va dire que le top management n'y avait même jamais pensé en fait. Donc c'est là où je dis que peut-être c'est toujours une bonne chose d'avoir des personnes à profil un peu différent qui vont pouvoir penser aussi différemment. En fait. C'est notre point de vue. Voyez-vous, il y a certains éléments, certaines pratiques militaires qui font que
lorsque vous lisez un chiffre dans un appareil, par exemple, vous regardez, vous ne lisez pas haute voix, vous notez. Oui. Et vous demandez à votre adjoint de venir lire. Tout à fait. Et vous le comparez aux chiffres. Tout à fait. Facilement, 58 est devenu 85. Exactement. Si vous regardez, vous voyez 58, mais pour raison pour vous écrivez 85, quand votre adjoint va venir lire 58, vous allez relire et corriger. Tout à fait. Ça veut dire que si vous pensez que vous avez la science infuse, si vous pensez que l'autre n'a pas d'idée novatrice à vous donner, nous restons là dans le lit de Procuste. Exactement. Et donc on taille dans nos pensées de manière à entrer dans ces plans-là. On ne sortira jamais de l'auberge. Il faut plutôt donc pouvoir trouver les moyens d'aménager le lit qui grandit, qui diminue en fonction des problèmes que nous avons. Nous ne viendrons pas avec nos problèmes les placer dans le lit de Procuste. Non, pour que Procuste les... Non, c'est nous qui avons l'obligation de cette flexibilité, de cette transversalité des personnes, des ressources humaines et intellectuelles qui, ma foi, comme je le dis, en temps de crise, ce n'est pas des personnes qui sont au feu de l'action qui doivent apporter les... C'est tout l'intérêt des cabinets d'études que nous avons. Exactement. Les cabinets d'études, quand il y a une situation de crise dans une entreprise, on prend jamais un cabinet extérieur à l'entreprise qui vient et puis fonctionne comme si proche des renseignements et vous dit voici votre diagnostic. Voilà. Vous avez recruté trop de vos cousins. Voilà, exactement. Mettez-les à la porte. Tout à fait. Ce que personne d'autre n'aurait eu le courage de faire. Oui, de vous le dire. Là, à ce moment, l'audit est plutôt rationnel. C'est-à-dire que ce qu'on dit, c'est rationnel en fait. Hein. Ça n'a rien à voir avec l'émotionnel qu'on peut voir dans l'entreprise. Voilà. Il y a aussi une autre notion, toujours dans Sun Tzu, que j'aime bien, dans l'art de la guerre, qui est basée sur, on va dire, la tromperie. C'est-à-dire qu'il y a une notion qui dit il faut donner l'impression à son adversaire que quand on est proche, il faut lui donner l'impression qu'on est loin. Quand on est faible, il faut donner l'impression qu'on est fort. Et ça, justement, c'est une théorie qui m'a toujours fasciné. Comment est-ce qu'on peut appliquer ça en entreprise, par exemple? C'est aussi simple que ça. Lorsque vous allez à la guerre, il est vrai que nous sommes dans le monde digital aujourd'hui où tout le monde est au courant de tout le monde. Tout à fait. Mais tout le monde ne peut pas savoir tout sur tout le monde. Ça, c'est sûr. Donc, pour aller en guerre, il y a une bonne partie de vous-même. Il y a toujours... Parce que la guerre, c'est cet effet de surprise. Oui. Pour sortir de vous ruisselez comme le pour déboucher en Donc, il y a une bonne partie de vous-même que vous devez tout faire pour cacher à l'ennemi, pour cacher à l'adversaire, qu'il ne voit pas vos effectifs, votre matériel, les itinéraires à suivre, l'heure d'attaque, tout ça. Ça doit rester caché. Tout à fait. Quand vous allez à une offensive militaire, quand vous avez une opération militaire, il y a toujours ce qu'on appelle la diversion. Oui. Donner l'impression qu'on va attaquer à gauche alors qu'on attaque plutôt à droite. À droite, tout à Donc, fait. Voilà. Donc il faut pouvoir le faire dans l'armée et en entreprise, c'est exactement la même chose. Tout à fait. Si vous ne vous sentez pas en guerre, si vous ne vous sentez pas en guerre avec l'autre et qu'il doit savoir où, dans quel magasin vous allez payer vos matériels en Chine, vous êtes foutu. Exactement. Il viendra là-bas payer. Il viendra là-bas payer à moindre coût et il va vous damer. Le pion. Tout à fait. C'est exactement la même chose en entreprise. Tout ce que je dis, c'est que ces petits réflexes-là, les chefs d'entreprise les appliquent longtemps, mais qui m'excusent. Ils sont les monsieur Jourdain de la stratégie militaire. Tout à fait. Maintenant, il s'agit d'affiner cela pour qu'ils rentrent dans la peau d'un chef de guerre. Exactement. Pour que ces ouvriers entrent dans la peau des soldats appelés à la guerre. Voyez-vous, j'ai parlé tout à l'heure du leadership. Quand vous êtes militaire, vous commandez des hommes, vous lancez une offensive, vous échouez, vous revenez, parce que la mission est sacrée, vous devez vous réarticuler et relancer. Mais quel est le discours que vous, les leaders, tenez aux hommes pour qu'ils acceptent d'enjamber le corps de leurs camarades pour continuer l'opération? Pour continuer, tout à fait. Quel est le discours que vous les tenez? C'est la même chose en entreprise. C'est la même chose en entreprise. Quand vous dites, vous avez 1 million de chiffres à réaliser en 2 semaines, c'est un délai quelconque. Mais dans l'entreprise aujourd'hui,
Le gars va faire ce qu'il peut. Hein. S'il n'atteint pas cet objectif, c'est parce qu'il a terminé, vous dit j'ai pas pu, j'ai pas pu. Il n'a pas de pression. Mais dans l'effort de défense, c'est pas ça. La mission est sacrée. Il faut la remplir, coûte que vaille. Tout à fait. Comment tu fais donc pour que toi, le chef d'entreprise, quand tu donnes cette mission à un collaborateur qui comprenne que c'est une mission qu'il doit remplir, coûte que vaille, et qui doit chercher, sortir des sentiers battus pour remplir sa mission. Comment faire justement en entreprise pour justement booster et faire comprendre que on a cet objectif commun, il faut qu'on y aille, coûte que vaille. Ben, c'est créer pouvoir bâtir la culture d'entreprise. Nous avons un module à Best Practice qu'on appelle 8 techniques tirées de la stratégie militaire pour booster vos collaborateurs. Tout à fait. On a 8 techniques. Donc ce sont des techniques, si elles sont appliquées, ce n'est pas de la panacée, mais c'est des techniques tirées de la stratégie militaire qui permettent à vos hommes de comprendre que l'entreprise, c'est leur tout. Okay. La mission qu'on lui donne, c'est un tout. C'est grâce à sa mission que l'entreprise vit. Parce que dans la main, on te fait comprendre, va remplir telle mission. Si tu échoues ta mission, nous tous, nous sommes morts. Tout à fait. Alors, au bout de cette formation, chaque segment, chaque membre de l'entreprise doit comprendre que sa mission est sacrée et que on constitue une chaîne comme dans l'armée et que la chaîne est autant forte que chaque maillon est fort. Donc, c'est cet état d'esprit-là que nous voulons communiquer. Cette niaque, cette envie d'y aller, l'audace. Avancer en ayant peur, parce que vous allez à la guerre, un militaire qui vous dit qu'il n'a pas peur de la guerre, il ment. Ça, c'est sûr. Il a peur, mais il faut pouvoir lui faire comprendre que celui qui est en face a plus peur. Tout à fait. Tout à fait. Que celui qui est en face a plus peur et que vous devez réussir. Donc, lorsque vous arrivez à un carrefour, c'est une image qui est restée, lorsque vous voyez un militaire se battre, un autre militaire arrive et rentre dans la bagarre sans savoir de quoi il est question. Tout à fait. Comment on crée cet esprit dans la main? C'est pas beau d'avoir cet esprit dans l'entreprise. Tout à fait, tout à fait. Ça n'évite pas les chichis qu'il y a dans l'entreprise et qui plombent la rentabilité, l'état d'esprit dans l'entreprise. Comment faire pour créer cet esprit de corps-là? Donc tout ça passe par la culture d'entreprise. La culture d'entreprise. Et nous avons pensé que, en dehors de ce qui est fait régulièrement, si nous apportons donc les stratégies militaires pour faire passer la culture d'entreprise, ce serait plus prégnant, ce serait plus réaliste pour les personnels qui seront beaucoup plus adaptés. Tout à fait. Parce qu'il y a la culture d'entreprise et il faut aussi pouvoir avoir un leader en fait. Oui. Un leader qui est le chef d'entreprise. Parce qu'il faut qu'il puisse aussi lui aussi transmettre sa vision. Comment est-ce que on transmet sa vision? Parce qu'il faut des gens qui soient quasiment prêts à mourir aussi pour le chef d'entreprise et pour l'entreprise en fait. Comment est-ce qu'on transfère la vision? Comment est-ce que... On a parlé même tout à l'heure en off un peu du changement. Parce que même le changement dans la tête des personnes, comment est-ce qu'on crée ça? Parce que le leadership, il y a beaucoup d'aspects, mais comment est-ce qu'on devient un leader? De sorte que lorsqu'on dit à ses équipes, c'est à droite, tout le monde va à droite. Je vais répondre à cette question en vous racontant quelques anecdotes de ma carrière militaire. C'est ça qui a fait la différence, petite différence avec les autres. On se retrouvait dans une opération où on n'avait plus de vivres pour une raison ou une autre. Mais je me souviens toujours d'un soldat qui est venu me trouver dans ma tente avec un morceau de pain. J'étais capitaine, mon capitaine, j'ai trouvé un morceau de pain dans mon sac. J'ai coupé ce pain, ça avait les couleurs de l'arc-en-ciel, tellement ça avait mis long. Et je me suis dit, ce gars aurait pu manger son pain dans sa tente tout seul, personne n'aurait su. Il a préféré me le porter à moi. Pour moi, c'est la preuve que ce gars était prêt à mourir pour moi. Tout à fait. Comment est-ce que vous traitez vos hommes? Voyez-vous, le militaire qui donne un ordre et qui accepte de partir en sachant qu'il va peut-être ne plus revenir, ça dépend de la manière par laquelle je le traite. Est-ce qu'en entreprise, vous montrez à l'ouvrier qu'il est votre concern, qu'il est une préoccupation pour vous, ou bien vous lui montrez qu'il est juste un outil de production? Tout à fait. Qu'est-ce qu'il est pour vous? Un outil de production, un être qui fait part de l'entreprise. Parce que, pour moi,
pour nous, dans l'armée, par exemple, il y a un chef parce qu'il y a des subordonnés. Tout à fait. Si les subordonnés ne suivent pas, ça ne va rien. Donc il faut pouvoir créer cette ambiance qui permette aux hommes de se sentir concernés par ce qui est fait. Et peut-être d'être aussi un homme de parole. Non seulement un homme de parole, mais de montrer l'exemple. Oui. Aujourd'hui, dans la guerre, par exemple, ce n'est plus le en avant. Tout à fait. C'est le suivez-moi. Tout à fait. Soyez devant, les hommes vont vous suivre. Tout à fait. Moi, dans ma carrière, il y a eu des moments où j'ai senti, ma foi, l'envie d'être à la tête de mes hommes dans un combat décisif. Mais je ne peux pas vous dire combien les hommes étaient galvanisés à ce moment-là, que ce soit à Bakassi, contre Boko Haram. Donc, quand vous arrivez, vous entendez le gars murmurer, ah, le colonel lui-même est là, gars, ça va donner Tout à fait. Le colonel est là, c'est bon. Soyez là. Donnez l'exemple. Donnez l'exemple, soyez proche. Soyez proche des hommes. Mangez le même pain qu'eux. Donc, mais si vous êtes... Je vois quelques entreprises ici au pays, hein, il y a une porte d'entrée seulement pour le chef. Tout à fait. Il y a un parking uniquement pour le chef. Pour le chef. Il y a des toilettes uniquement pour le chef. Et puis vous allez attendre que celui qui lave les toilettes là, qui sont propres, vous ne connaissez même pas son nom. Tout à fait. Ça dit que c'est... Oh, viens laver les toilettes. Non. Non, dans l'armée, ça n'existe pas. Vous connaissez tout le monde. Le nom, le prénom. Le nom, le prénom, la famille. Oui, tout à fait. La famille. Je me souviens toujours que quand j'avais commencé à commander les batteries, j'avais l'habitude d'aller dans les pistes matricules et de voir, par exemple, les dates anniversaires des épouses de certains militaires. Tout à fait. Ça, c'est remarquable, ça. Les dates anniversaires des épouses de certains militaires. Et le soir, mon épouse et moi, on paye un petit cadeau et on se rend chez eux. Tout à fait. Ah, le capitaine est venu. C'est quoi? Le capitaine est venu chez moi, c'est quoi? Quand son épouse sort, j'ai dit, madame, joyeux anniversaire. C'est votre anniversaire. Il dit, ah bon? Tout à fait. Caporal, c'est l'anniversaire de ta femme. C'est vrai, mon colonel. Ça, c'est moi qui s'en rend compte. Voilà des hommes que j'ai gagnés. Tout à fait. Voilà des hommes que j'ai... Il faut gagner les cœurs aussi. Il faut gagner les cœurs. Voilà des hommes que j'ai gagnés. Il y a des petits actes de ce genre que nous posons dans l'armée, mener en entreprise, briser les barrières. Tout à fait. Briser les barrières. Faites de vos hommes pas des outils de production, mais des êtres qui font corps avec l'entreprise. Ça, c'est très, très, très important. Voilà. Ça c'est très, très, très important, justement, ces aspects. Et justement, il y a un autre aspect aussi qui m'a marqué dans Sun Tzu. Sun Tzu dit à un moment que si une victoire tarde à venir, ça coûte cher aux troupes, en fait, hein, et ça peut démoraliser les troupes. Oui. C'est la même chose en entreprise où lorsqu'on se donne un objectif, si le résultat tarde à venir, bien évidemment, déjà la trésorerie, on perd beaucoup d'argent, le budget s'éparpille et finalement, on n'arrive pas au résultat. Donc, moi, j'aimerais justement avoir un peu ton avis par rapport à ça, parce que nous, les chefs d'entreprise, des fois, on peut se donner un objectif de 6 mois, mais on se rend compte que le résultat tarde à venir. On est obligé d'emmener les équipes ensemble, en fait. Hein. Voilà. Comment on fait pour gagner une guerre rapidement, et comme ça, tout le monde est content, toutes les équipes sont contentes, en fait. Est-ce que... Ouais, Sun Tzu dit, l'essence de la guerre, c'est pas de gagner 100 batailles en 100 guerres. Tout à fait. Mais c'est de gagner 100 batailles sans combat. Sans combat, tout à fait. Sans combattre. Ça veut dire qu'il vaut mieux prendre une ville intacte par la stratégie que vous avez mise en place que de combattre pour la gagner. Il faut éviter les guerres trop ruineuses. Qui détruisent tout à fait. Il faut éviter les guerres ruineuses. Mais ça signifie que préalablement, vous avez préparé votre guerre. Oui, tout à fait. C'est ce qu'on appelle dans l'armée, on dit qu'un coup de main bien préparé réussit toujours. Tout à fait. Si vous avez rassemblé tous les éléments. Ben, ma foi, si vous voulez vendre des parapluies et que vous voulez commencer à les vendre un mois avant le début de la saison sèche, ma foi, la saison sèche va arriver, personne ne paiera vos parapluies. Tout à fait. Vous lancez dans la vente des parapluies sans vous rendre compte qu'il y a quelqu'un qui a ouvert une usine de fabrication de parapluies sur place alors que vous les importez. Tout à fait. Rebonjour et bienvenue donc dans cette troisième partie de l'émission. Donc encore une fois, je rappelle, je reçois, c'est Monsieur
Kuitché, le colonel Kuitché Roger, qui me reçoit justement chez lui. Et donc, on parle justement de stratégie militaire appliquée aux entreprises. Donc, on était déjà dans cette conversation avec le colonel et on parlait, il s'agissait de la question de la trésorerie en fait. De la trésorerie parce qu'on se rend compte que beaucoup d'entreprises meurent à cause de la trésorerie. Des fois, on peut avoir des marchés, tout fonctionne, mais on a un problème de trésorerie, ce qui fait que c'est un peu comme le sang de l'entreprise, ce qui fait qu'à un moment, l'entreprise n'avance plus, la trésorerie. Et on se rend compte que dans les stratégies militaires, la trésorerie, le budget est un élément capital. D'ailleurs, c'est dans Sun Tzu, hein, c'est l'une des théories de Sun Tzu, qui dit que voilà, si une victoire tarde à venir, on se rend compte que ça coûte très cher aux troupes et ça peut démoraliser les troupes. Ce qui fait qu'au final, on perd la guerre, en fait. Donc, justement, colonel Kuitché, comment est-ce qu'on fait lorsqu'on est en entreprise pour éviter d'aller à la perte, en fait? Lorsqu'on a une trésorerie, on a un budget, on a un projet qu'on s'est donné, on a un résultat qu'on a défini. Et on se rend compte que les choses tardent à venir. On avait prévu de le faire dans 6 mois. On se rend compte que même dans 8 mois, 10 mois, 12 mois, les résultats n'arrivent pas. Qu'est-ce qu'on peut faire en fait? Quand Sun Tzu dit qu'il faut éviter les guerres longues et ruineuses et coûteuses parce qu'elles coûtent cher au pouvoir politique, c'est parce qu'il faut pouvoir gagner sans ensanglanter la lame. Tout à fait. Prendre une ville sans la détruire. Effectivement, en entreprise, mais quand Sun Tzu le dit, c'est parce que, comme il l'a précédemment dit, on engage une guerre que lorsqu'on est sûr de la gagner. Tout à fait. Et ça signifie donc que vous avez pris toutes les dispositions pour mettre le maximum de chances de votre côté avant d'engager cette guerre. Donc, logiquement, elle ne devait pas durer. Vous devez la gagner. C'est-à-dire que cacher ses plans, fonctionner comme l'eau qui circule, se renseigner, savoir ce que l'autre a fait, dissimuler et apparaître en exactement ce que la Chine fait aujourd'hui dans tous les domaines. On donne le besoin de voir, mais c'est exactement ça. Donc quand vous faites cette préparation, vous n'avez jamais vu les Chinois aller sur un marché sur le plan mondial et le perdre. En compétition pour un marché, construction de ponts, construction de stades, vous n'avez jamais vu les Chinois perdre. Parce qu'ils se préparent longtemps à l'avance. Dans ce sens, que Sun Tzu dit, il faut éviter les guerres longues et ruineuses. Maintenant, en entreprise, vous faites des prévisions pour lancer un produit, vous dites au bout de 6 mois, il doit pouvoir atteindre tel chiffre d'affaires. Pour une raison ou pour une autre, vous n'atteignez pas le chiffre d'affaires et votre trésorerie en souffre. Dans la guerre, exactement comme je vous l'ai dit, un plan d'opération ne tient que jusqu'au premier coup de feu. Après le premier coup de feu, tout change. Il faut donc se réadapter, il faut donc se réinventer, il faut se refaire. Mais à quel moment est-ce que sur le terrain de guerre, je dois accepter de perdre, il y a quelque chose à perdre, de perdre le terrain, le laisser à mon ennemi pour gagner du temps de me préparer afin de lancer une offensive? À quel moment est-ce que je dois accepter de perdre du terrain, de perdre du temps et de gagner du terrain, donner l'impression à mon ennemi que je ne suis pas là, que j'avance à gauche ou à droite? De même dans l'entreprise, le leader de l'entreprise devrait, parce qu'à la fin, c'est lui qui est le seul aux commandes. C'est pour ça qu'on parle de la solitude des chefs. Exactement. Au dernier moment, c'est lui qui décide au-delà de tout. C'est lui qui doit pouvoir apprécier pour se dire quelles sont les chances que j'ai d'avoir une chance, que cette courbe se relève demain. Quels sont les paramètres? Et c'est là où le livre de Procuste revient. Ce n'est pas parce que vous avez fixé votre plan stratégique préconçu que vous voulez absolument y aller. Ce n'est pas réaliste. Il faut au chef à ce moment-là se dire, ce produit ne tient pas la route, je m'arrête. Mais le plus important, ce n'est pas de s'arrêter. Le plus important de s'arrêter est de poser la question, pourquoi? Tout à fait. Pourquoi? Nous le disons aujourd'hui parce que dans les crises, la crise qui est un processus dynamique qui commence de manière simple et puis s'aggrave au contact d'un certain nombre d'effets. Dans un premier temps, tout le monde panique. Après, on maîtrise la crise. Après, on prend les dispositions. Mais ce que nous oublions toujours et ce que l'armée fait, c'est le rétexte.
le retour d'expérience. Oui, le retour d'expérience. Le retour d'expérience. Nous oublions toujours, nous nous comportons comme si une crise ne reviendra pas. Nous sommes en plein Covid. Les hommes sages disent qu'il y a une autre pandémie qui arrivera dans 11 ans. Donc, pour revenir à l'entreprise, le plus important ce ne sera pas pour lui de dire j'arrête, mais de s'arrêter et d'investir à peu près ce qu'il aurait investi pour lancer ce produit, pour faire des études et savoir pourquoi est-ce que ça n'a pas marché. Et de se réorienter. Faire un bilan. Un bilan. Nous occultons carrément cet aspect du comportement entrepreneurial. Tout à fait. Ça n'a pas marché. On met un magasin, le surplus, on le distribue aux amis, on le distribue aux enfants et on va rechercher notre crédit pour recommencer notre produit. Mais le pourquoi ça n'a pas marché, personne n'a jamais cherché ça. Donc il y a cet aspect. Très important, oui. L'autre aspect, c'est que, comme en guerre, vous lancez une offensive, une opération dans laquelle vous perdez des hommes, vous perdez du matériel. Mais vous attendez, par exemple, que la saison de pluie arrive. Parce qu'en saison de pluie, vos engins sont plus adaptés dans la boue que ceux de l'ennemi. Tout à fait. Donc, il s'agit donc de résister pour l'entrepreneur. Résister. Jusqu'au moment. Vendre, pour attendre le moment propice. Tout à fait. Et doubler ce gain. Ça, c'est le leader. Toutes ces attitudes ne s'enseignent dans aucune école. Ce n'est pas un calcul mathématique. Et c'est pour ça que ce soit le leader, le chef d'entreprise ou le chef militaire qui donne des ordres, il y a toujours cette équation personnelle. Le chef qui doit pouvoir sentir ce qu'il doit faire. Et ça, c'est la résultante d'une culture, de l'expérience, oui, d'une formation, du bon sens, qui parfois lui font donner des ordres qui sont parfois en porte-à-faux avec la réalité, mais il dit, allez comme ça, je vous ai dit d'aller comme ça, je sens que c'est ici. C'est ça le leadership. Voilà, super, super. Ça, ce sont vraiment de très grands enseignements en fait. Et comme je l'ai toujours dit, c'est que au départ, ça paraît théorique, mais lorsqu'on le parle comme ça de manière terre à terre, en donnant des exemples, on voit un peu l'applicabilité. Comment est-ce qu'on peut appliquer ça? C'est très important. Et c'est d'ailleurs ce que fait justement le colonel dans ses séminaires, lorsqu'il accompagne les chefs d'entreprise avec la société Best Practice. Parce que je rappelle que la société Best Practice accompagne justement les entrepreneurs dans les stratégies, les entrepreneurs et les administrations justement dans les stratégies appliquées aux entreprises en fait. Voilà, donc ça c'est vraiment une chose. Mais il y a quand même une autre dernière chose, toujours dans Sun Tzu qui m'a un peu qui m'a marqué, mais c'est l'une des dernières questions, mais je souhaitais quand même te la poser. C'était au niveau de, parce que Sun Tzu dit, celui qui veut gagner doit toujours être à l'offensive. Et qu'il ne faut pas être forcément à la défensive. Il faut être toujours à l'offensive parce que, voilà, lorsqu'on est à l'offensive, lorsqu'on se met des objectifs clairs, on est toujours à l'offensive. Bien évidemment, si ça ne marche pas, c'est de faire un bilan, comme on l'a dit, on fait un bilan. Mais qu'est-ce que justement tu en penses, le fait d'être toujours à l'offensive? Est-ce que c'est bien toujours d'attaquer et quelquefois ne pas rester là, c'est-à-dire lorsqu'on a occupé de l'espace, lorsqu'on a gagné le terrain, est-ce que c'est pas mieux de juste se concentrer plutôt sur ce qui marche déjà et de l'améliorer, en fait? Je sais pas. Comme en stratégie militaire, comme même dans le sport, on dit la meilleure défense, c'est l'attaque. C'est l'attaque. Il vaut mieux se débrouiller à contenir l'ennemi le plus loin possible pour le mettre mal à l'aise avant que de le laisser entrer. Là. Mais ça varie en fonction du terrain, ça varie en fonction de l'environnement, ça varie en fonction de votre matériel, ça varie en fonction de l'état d'esprit de vos hommes. Ça, c'est très, très important, l'état d'esprit de vos hommes. Est-ce qu'ils sont prêts à combattre? Est-ce qu'ils sont prêts à aller à l'offensive? Quand on se soucie pas d'aller à l'offensive, oui, il faut aller à l'offensive. Mais il ne faut pas oublier le premier article qui est le plus important. Lorsque la situation devient favorable, il faut savoir modifier ses plans. Donc, il n'est pas carré. Tout à fait. Vous lancez à l'offensive, vous pouvez marquer une pause. Vous pouvez même reculer. Mais pour relancer votre offensive, ça rejoint notre dernière question, laquelle vous lancez un produit qui ne marche pas, la trésorerie en souffre, vous arrêtez un temps, vous réfléchissez. Après vous relancez. Autant en guerre,
qu'en entreprise, oui, il faut être offensif, il faut pouvoir pénétrer les marchés, il faut avoir une stratégie pour être présent partout. Il faut être le premier à vendre un produit partout sur le territoire. Autant que faire se peut. Il faut le faire. Mais ça veut dire que vous avez une force de... Ça veut dire que les élongations pour supporter la logistique vous permettent de projeter les produits à 600 km à un rythme régulier. Il ne s'agit pas de prendre 10 paquets d'un produit et le mettre à 400 km, attendre qu'on le vende pour qu'on revienne encore 400 km. C'est toute une étude qui a fait pour être offensif et aller petit à petit circuler comme le... Et je le dis, cette image de Sun Tzu de l'armée, c'est ce que nous devons retenir. C'est ce que les Chinois appliquent dans le monde entier. Contre les grands, contre les moins grands, contre les plus petits. Vous ne voyez jamais le Chinois arriver. Il s'insinue, il entre, il pénètre. Et vous le voyez un matin en train de faire le CP camerounais. Tout à fait. En train de demander la nationalité pour s'appeler Kamga. Tout à fait. Et il est tellement, vous êtes tellement habitué à lui que vous ne pouvez plus rien lui refuser. Tout à fait. Et il est déjà là. Ouvrons les yeux. C'est du Sun Tzu cru et craché. Et nous avons tort de ne pas nous poser la question de savoir aujourd'hui qu'est-ce qu'ils font pour être là où ils sont. Moi, je réponds, ils appliquent la stratégie militaire de Sun Tzu dans leurs entreprises et dans leurs administrations. Un point, un trait. Il n'y a pas de honte à copier le bon exemple. Tout à fait. Merci beaucoup, justement, monsieur Kuitché, colonel Kuitché Roger. Mais j'ai quand même une dernière question. Est-ce que tu as déjà pensé quand même à écrire quelque chose sur ta vie militaire, sur cette connaissance entrepreneuriale que tu as, notamment ces stratégies? Est-ce que tu t'es déjà dit, bon, je vais m'asseoir, je vais mettre quelque chose sur papier? Parce que ça, c'est important pour les générations, en fait, toujours. Oui, bon, mais écoutez, on écrit lorsqu'on a arrêté. Alors moi, je n'ai pas arrêté. J'ai terminé une carrière de 36 ans, maintenant j'ai recommencé une autre. Bon, quand je vais terminer avec Best Practice, je pourrais m'asseoir pour écrire. J'aurai du temps, mais il y a quand même une compilation de tous les souvenirs de guerre. Ça, c'est un peu les noms des gens, les grandes opérations que j'ai menées à Bakassi, au Darfour, en Centrafrique, contre le Boko Haram. Les échanges que j'ai eus dans les séminaires en Inde, en France, en Angleterre, aux États-Unis, tous ces moments forts qui ont ponctué ma vie, les échecs multiples aux examens, les hommes que j'ai perdus, malheureusement, dans des circonstances horribles, la chance que j'ai eue de ne pas mourir à chaque fois que je menais des opérations en première ligne avec des hommes, avec l'envie de sentir l'odeur de la poutre. Voyez-vous, faire les 400 derniers mètres, vous hommes plantés le repos du Cameroun. Tout à fait. Voilà, ces événements, ces moments forts de ma vie, j'y pense. Si à la fin ça peut être utile à certaines personnes. Mais j'aime bien discuter comme vous discutons. Je pense qu'on a partagé pas mal de choses ce soir. Je pense que beaucoup de hommes peuvent les donc je n'ai pas forcément besoin d'écrire quelque chose. Mais si le besoin se fait sentir, je le ferai. Mais en attendant, je suis ouvert à tout le monde pour les discussions à bâton rompu, comme celle-ci, pour partager ma modeste expérience de la carrière militaire et de la vie. Super. Merci. Super. Aujourd'hui, avec toute cette expérience que tu as, en fait, avec tes expériences dans le domaine militaire, aujourd'hui avec les entrepreneurs, avec les entreprises, donc on voit qu'il y a vraiment un vrai background, il y a vraiment de la connaissance derrière. Toi, quel est ton avis? Qu'est-ce que tu penses de ce que tu vois aujourd'hui des personnes qui disent tout sur tout, qui ont leur avis sur tout et n'importe quoi en fait? C'est quoi ton ressenti pour les personnes déjà de ta génération? Qu'est-ce que tu te dis en fait quand tu observes cela? Bon, ce que vous dites de ma personne, c'est un compliment que je vais peut-être accepter difficilement parce que voyez-vous, je parle aujourd'hui en public après 36 années d'une carrière militaire. Après 62 ans d'âge. Bon, depuis que j'ai pris, je suis derrière des obligations militaires le 10 avril 2019, je suis abonné à beaucoup de journaux en ligne, physique. Je me suis imposé, ou bien je me sens dans l'obligation de lire au moins 2 livres chaque semaine pour me mettre
à jour. J'ai des problèmes avec mon épouse parce qu'il paraît que je paye plus de livres maintenant que lorsque j'étais étudiant. Je suis obligé de le faire parce qu'il faut être à jour pour pouvoir parler des petits sujets que je connais. Je vous ai révélé tout à l'heure que Sun Tzu est enseigné dans les écoles militaires, mais en tant que militaire. Mais la transition de l'art militaire de Sun Tzu à l'art de la gestion de l'entreprise, ce n'est pas encore enseigné de manière formelle dans l'entreprise. Ce qui fait que c'est une réflexion que j'ai menée avec quelques camarades officiers et on a essayé de les approfondir. Donc nous parlons avec beaucoup d'humilité de ces stratégies militaires appliquées aux entreprises et aux administrations. Nous ne l'inventons pas. Tout à fait. Ça existe depuis des siècles, depuis la nuit des temps. Il y a deux originalités que je pense apporter à ce que nous faisons. La première, c'est que ceux qui l'ont fait sous d'autres cieux illustrent des cas avec des exemples de la Première Guerre mondiale, de la Deuxième Guerre mondiale, de l'Antiquité. Tout à fait. Nous illustrons avec des combats que nous avons menés sur le terrain. Tout à fait. Pakassi, au Darfour, en Centrafrique, contre Boko Haram. Donc nous, les transposons, c'est beaucoup plus proche de nos réalités. Comment j'ai géré mes hommes, comment nous avons mangé du pain sardine, comment nous avons mangé du manioc avec la pâte d'arachide, comment nous avons, en opération, déplacé 3 véhicules avec une seule roue de secours. Ça, c'est des réalités de chez nous. Tout à fait. Qui rentrent dans le cadre de ce que nous expliquons et qui prennent corps avec notre réalité. Donc nous sommes sur un processus de... La deuxième originalité de ce que nous faisons, ce que ma foi, mes camarades avec qui nous sommes dans le cabinet avons choisi délibérément de nous mettre encore à l'école. Et c'est pour ça que nous trouvons, excusez-moi le terme, assommant. Si vous me posez des questions sur ce que je ne sais pas, je vous dirai je ne sais pas. Exactement. Je vous dirai je ne sais pas. J'ai essayé de vous répondre questions que je savais, avec le peu que je savais. Mais c'est assommant, vous me demandez d'écrire un livre. Mais si j'écris un livre après 36 années de service, je pense que j'aurais quand même beaucoup à dire. Tout à fait. Mais quand vous écrivez un livre après 10 années de service, après 15 ans, vous publiez 2, aux hommes bien la valeur n'atteint point de nombre de l'année. Mais le temps est aussi un grand maître qui permet de bâtir un certain nombre de choses. Tout à fait. Il faut laisser le temps au temps. Donc, pour nous, c'est assommant de voir que tout le monde sait tout sur tout. Tout à fait. Au cabinet, nous donnons la mission de nous forger une idée sur quelque chose. Se forger une idée, j'aime bien cette expression. Exactement. Se forger une idée. La forge. Oui, oui. Quels sont les outils du forgeron? C'est le soufflet qui donne le feu pour chauffer le fer. C'est l'enclume et le marteau pour le frapper et lui donner une nouvelle forme. Donc se forger une idée pour nous, c'est sortir son cerveau, le mettre sur l'enclume et le frapper. Ça veut dire que le confronter à autre chose. Mais vous ne pouvez le faire que si vous refusez le lit de Procuste. Je reviens encore là-dessus. Vous pouvez le faire que... Mais si vous êtes persuadé, de toute façon, là où vous êtes sûr de la vérité, l'évidence n'existe plus. Tout à fait. L'évidence n'existe plus. Donc, au cabinet Best Practice, les quelques camarades officiers qui avons décidé que 36 années de service ne doivent pas aller à perte et profit. On ne va pas aller s'asseoir comme ça et ne rien faire de l'expérience que nous avons engrangée. Nous avons décidé de nous remettre à l'école, de nous questionner à chaque fois. Et c'est ce que, humblement, nous pouvons demander à nos jeunes camarades. Savoir dire je ne sais pas. Exactement. Savoir dire je ne sais pas, je vais chercher. Être humble. Savoir dire oui, vous le savez, mais il y a un autre aspect que vous n'avez peut-être pas vu. Mais sur les plateaux de télévision, ils sont tellement péremptoires, ils détiennent tellement la vérité et ils ont perdu même les techniques d'écoute. Oui. On n'écoute plus. Tout à fait. On n'a plus le temps d'écouter. Même si on n'écoute pas pour comprendre, mais on écoute pour répondre. C'est du café, il y a un dialogue dessous. Non. Au cabinet Best Practice, quand nous recevons des entreprises qui demandent notre concours, notre accompagnement, nous nous sommes réunis à l'école de ce qu'on appelle l'écoute active. C'est-à-dire que vraiment écouter l'intervenant, faire corps avec ce qu'il dit pour pouvoir le comprendre. Et il nous est arrivé de dire à certaines entreprises, ce domaine-ci, nous n'avons pas la capacité de le faire. Tout à fait. Malgré
la grosseur de l'enveloppe. Nous n'avons pas, aujourd'hui, ça ne fait qu'un an et demi que nous sommes sur le terrain. Tout à fait. Et donc nous disons, nous ne pouvons pas le faire. Il faut donc que les jeunes apprennent à se forger des idées surtout. J'insiste sur l'idée, sortir son cerveau, le placer sur l'enclume, le frapper, lui donner une nouvelle forme en fonction des nouvelles idées, la nouvelle température, et savoir que personne ne sait jamais tout. Surtout. Gaston Bachelard disait, en revenant sur un passé d'erreur, on retrouve la vérité scientifique en un véritable repentir intellectuel. Très bien. Les erreurs, les certitudes d'aujourd'hui sont des erreurs de demain sur lesquelles on bâtit l'avenir. Très bien. Voilà. Merci. Merci, colonel Kuché. Merci beaucoup. Et puis, donc, on se dit à très très bientôt sur cette dernière phrase vraiment puissante que je vais retenir. C'était vraiment passionnant. J'ai beaucoup appris. Donc, et effectivement, les stratégies d'entreprise pour toutes les personnes qui peut-être souhaitent rentrer en contact avec le colonel Kuché. Je vais mettre en dessous de la vidéo des éléments où, voilà, toi qui me regardes, tu peux rentrer en contact avec le colonel Kuché. Donc, je rappelle encore, si tu n'es pas encore abonné sur cette chaîne, comme d'habitude, va sur le bouton rouge et tu cliques sur le bouton s'abonner. Et surtout, tu actives la cloche pour recevoir des notifications lorsque je mets une vidéo en ligne, en fait. Hein. Donc, très important, vas-y et abonne-toi sur cette chaîne. Comme d'habitude, tu vois, on reçoit des personnes qui ont de l'expérience, des personnes qui ont du talent, des personnes pour lesquelles tu n'aurais jamais imaginé rencontrer comme ça, en fait. Hein. Voilà. Donc, c'est l'objectif de cette chaîne. Briser les barrières, surtout décongeler les cerveaux, parce que c'est ça l'objectif, décongeler les cerveaux pour te permettre de voir les choses à 360 degrés. Donc, merci encore, colonel Kuché. Merci beaucoup pour cet entretien. C'était vraiment un régal. C'est un plaisir partagé. Merci. Et puis, on vous dit à très bientôt, à la prochaine émission. Salut.